Écoutez, il est 12h03, donc la règle, c'est la règle. Donc bienvenue dans ce webinaire concernant les inondations générales, enfin la situation qui est en train de se développer en France. Je voudrais vous remercier de vous être inscrit rapidement, puisque la décision de faire ce webinaire a été prise il y a à peine 48 heures, donc le temps de mettre en place l'opération, la veille, le système, etc. Donc pour l'essentiel, vous vous êtes inscrit très rapidement, donc je voudrais vous remercier pour ça. Tout de suite pour vous dire qu'il y aura un replay qui sera mis en ligne en fin d'après-midi et qui donc reprendra l'ensemble de la conférence, enfin du webinaire, pour pouvoir le revisionner en interne dans le calme. Cette vidéo sera publique, donc vous pourrez la transmettre à qui vous voulez une fois que ça sera donc configuré. Alors, quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Vincent Balouet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai passé l'ensemble de ma carrière à m'occuper de prévention de risques majeurs. Pour la petite histoire, j'ai été en 1992 le premier à débunker l'affaire du bug de l'an 2000, qui m'a mobilisé pendant 7 ans, au début comme simple consultant, puis mobilisé par les principales organisations professionnelles en finissant par le MEDEF et réquisitionné quasiment à Bercy pour mettre en route la cellule de crise du gouvernement du 31 décembre au soir. Pour ceux qui s'en souviennent, depuis, je m'intéresse évidemment à d'autres sujets qui ont un peu le même format, c'est-à-dire les risques qui viennent de loin et qui nécessitent une mobilisation un peu générale parce qu'ils sont systémiques. Donc aujourd'hui, bon, il y a eu la pandémie bien sûr, mais aujourd'hui c'est les questions d'infrastructure, les questions énergétiques, le climat, le risque de crue majeure sur Paris, dont on va reparler dans un instant, le social, la cybersécurité, etc. Donc j'ai monté maîtrisedescrises.com en 2013 et je suis au contact des autorités, notamment de la préfecture de police de Paris et des principales personnalités publiques qui s'occupent de tous ces risques-là pour essayer de faire avancer le dossier et disons le sujet entreprise qui est parfois un peu oublié des pouvoirs publics. Alors le métier de maîtrise des crises, très rapidement, donc c'est l'analyse-recommandation concernant les risques majeurs. Donc notre métier, c'est de mutualiser les efforts que les entreprises font pour surveiller les grands risques. Donc ici, on est équipé pour ça, pour regarder en profondeur l'ensemble des risques qui pointent le bout de leur nez dans les radars des entreprises. Dont on vient de parler, donc Covid, crue majeure, enfin le retour d'une autre pandémie évidemment, la cybersécurité, les mouvements sociaux, le contexte politique, la géopolitique avec ce qui se passe en Iran et ainsi de suite. On regarde tout ça et notre métier c'est de le traduire le plus opérationnellement possible en recommandations pour les dirigeants d'entreprise, pour les équipes dirigeantes, concrètement les DRH, les DAF, les patrons informatiques, moyens généraux, juridiques, communication, finances, etc. En leur disant, voilà, il y a un risque qui arrive, il a ce format-là, et d'après nous, il faut le prendre comme ça. Donc c'est une formule qui permet de mutualiser les coûts, évidemment, donc ça revient beaucoup moins cher pour les entreprises de faire comme ça. Et le service est en ligne, donc on essaye d'exploiter au mieux le digital et le numérique pour vous offrir ça sur un portail et dans une formule d'abonnement illimité, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous pouvez connecter autant de personnes que vous voulez. C'est le même tarif, et que vous en servez une fois, 10 fois ou pas du tout, c'est le même tarif aussi. Donc on vous propose de tester le système pendant 3 semaines, c'est gratuit au début évidemment, pour 3 personnes, vous nous contactez mdc@maîtrisedescrises.com et on met ça en place rapidement ça chez vous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a l'ensemble des sujets sont traités. On fait des points de situation 2 fois par semaine en temps de paix. Sous la forme d'un briefing tôt le matin, donc c'est plutôt entre 7h30 et 8h le matin, le lundi et le jeudi, donc il y en avait un ce matin. On émet donc un vidéo briefing pour dirigeants, histoire qu'en 4 à 5 minutes, il soit à peu près au parfum des principaux risques qu'il y a dans son radar, mais aussi des notes de direction générale. On alerte évidemment quand ça commence à barder, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On fait une revue d'actualité, des webinaires techniques, donc c'est ce qu'on fait là tout de suite. Il y a un centre de formation en ligne qui est complètement inclus dans l'abonnement, tout ceci nécessite rien de plus, et des interventions dédiées quand on nous demande d'intervenir devant votre COMEX par exemple pendant 5 ou 10 minutes ou devant vos correspondants PCA, c'est également inclus dans l'abonnement, donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps et de mettre en fait quelqu'un qui s'occupe que de ça, mais de manière mutualisée puisque le travail est le même au fond pour tout le monde. Alors les sujets qu'on surveille, donc on va ouvrir l'un d'entre eux seulement aujourd'hui, c'est le sujet climat et intempéries, catastrophes naturelles qui est en ce moment. Donc on regarde ça de près, on regarde la crise géopolitique, dont je vais dire un tout petit mot tout à l'heure, puisque évidemment on est un peu, semble-t-il, à la veille d'opérations un peu à grande échelle du côté de l'Iran.
On surveille le contexte politique en France et le climat social, dont un éventuel retour des Gilets jaunes si le débat politique ne fait pas des progrès suffisants entre maintenant et mars 2027. Pardon. Donc on surveille tout ça, la cyber, les ruptures de câbles sous-marins ou à terre d'ailleurs, qui gênent un peu les télécoms et les systèmes d'information, l'instabilité infrastructure, donc quand il y avait eu par exemple la grande panne électrique au mois d'avril dernier en Espagne, et les risques de terrorisme. Donc tous ces risques-là sont surveillés chez nous et font l'objet d'analyses de façon à vous livrer des recommandations les plus opérationnelles possibles chez vous. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, donc on va faire un point du fait de l'actualité sur la situation des inondations en cours en ce moment, parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la situation actuelle. Donc on va regarder avec les cartes météo ce que ça donne dans les 3 semaines qui viennent à peu près. Contrairement à ce qu'on nous dit à la télé où on nous parle du temps de demain, là on va essayer de regarder un peu plus loin. Les scénarios qui sont derrière ça, en quoi ça peut toucher les entreprises, c'est ce qu'il faut faire. Comment il convient dès à présent de commencer à faire chauffer les dispositifs si on n'a pas de chance dans les jours qui viennent. Donc schématiquement c'est ça. Alors, un point de situation rapidement. Donc les cartes et tous les documents que je vais vous mettre à l'écran là, je les ai mis à jour ce matin. Et donc nous sommes le 19 février, il est 12h09, hein, donc évidemment la situation va bouger dans les jours qui viennent. Donc la caractéristique qui différencie cet épisode des autres, c'est qu'on a un peu plus de 50% des cours d'eau en France qui débordent. 51% pour être précis, donc c'est beaucoup, c'est 177 sur 330 hein, de mémoire à peu près, donc c'est ce qui a été annoncé par Vigicru ce matin, donc ça commence à faire beaucoup. Sur des territoires très étendus qui couvrent de l'ordre de 60% du territoire. Et ça déborde en rouge dans 3 zones. Donc vous avez la carte Vigicru à l'écran. En gros, à l'amont de Nantes, sur la Loire. Au nord de Bordeaux, donc il y a un cours d'eau qui a été mis en rouge tout à l'heure, donc je le découvre avec vous. Et puis à l'amont de Bordeaux, donc sur la Gironde et la Dordogne, donc la Garonne, pardon, excusez-moi. Où ça commence à monter aussi de manière importante. Donc c'est sur des territoires très étendus, et le fait qu'on en ait plusieurs en même temps change un peu la donne, d'une part, et d'autre part, on n'est pas sorti de l'auberge, puisque les prévisions météo à très court terme ne sont pas bonnes du tout. Après, on va voir qu'il y a un mieux, et après, on va voir que ça replonge dans le chocolat dans une quinzaine de jours environ. Donc évidemment, cette configuration nous rend, disons, vigilants. Je ne vais pas du tout vous faire de prévision en disant tel jour à telle heure ça va déborder chez vous. On est complètement incapable de le faire. En revanche, il y en a suffisamment dans les radars pour commencer à prendre le sujet au sérieux et mettre sous tension, si vous voulez, et commencer à faire chauffer les dispositifs si ça dégénère franchement. Donc tout ceci va dépendre pour l'essentiel de la météo. On verra qu'il n'y a pas que ce facteur-là. Donc c'est évidemment, si on a beaucoup de chance, il ne se passera rien du tout ou très peu, ou en tous les cas pas plus que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire déjà pas mal, mais pas plus que ça. Donc très franchement, le produit intérieur brut de la Maison France n'est pas en danger du tout. En revanche, si le vent tourne et si ça tombe, la pièce tombe du mauvais côté, si vous voulez, là par contre on peut avoir une situation qui commencerait à devenir assez méchante. Donc on ne développera pas le scénario complètement catastrophique, parce que, bon, après on empile les choses, on ne sait plus, mais disons un scénario très raisonnablement pessimiste, et vous allez voir que déjà là, ça commence à changer. Alors, en quoi ça change par rapport à une situation, entre guillemets, normale, c'est-à-dire une situation où on a, écoutez, des crues de saison, des inondations qui passent à la télé, c'est 2-3 fois par an, bon. La première des choses, c'est qu'on a une quantité d'eau qui est tombée au sol depuis 2 mois qui est historique. Il n'est jamais tombé autant d'eau sur le territoire national que là, d'une part, et d'autre part, c'est depuis longtemps. C'est-à-dire que les sols sont complètement détrempés, et donc, du coup, on a une fragilisation des infrastructures qui sont en surface. Traduction, les poteaux, les appuis, les fondations de certains bâtiments plutôt de petite taille, encore que. On a des glissements de terrain, il y a des routes qui commencent à partir, des ponts qui commencent à partir, etc. Donc le sol est plutôt plus fragile que d'habitude, et nos infrastructures d'entreprise utilisent la résistance des sols pour fonctionner normalement. Alors c'est ce qu'il y a sous nos bâtiments tout court, c'est nos sous-sols, les remontées de nappes, etc. Mais c'est les infrastructures qui sont un peu plus loin que nous. En gros, le fourreau télécom qui passe sous un pont à 400 km de chez vous, qui contient la fibre dont vous avez besoin pour travailler.
Et comme on est sur une grande surface touchée, comme le montre la carte qui est sur la droite de votre écran, du coup, on commence à rentrer dans une définition un petit peu plus systémique du risque. Parce que quand ça déborde que chez vous, vous réglez votre problème, mais quand ça déborde partout, là, du coup, c'est vous, vos fournisseurs, vos clients, vos infrastructures. Et on commence à rentrer dans du systémique, c'est-à-dire que vous allez être gêné parce qu'un de vos fournisseurs est lui-même gêné, parce qu'un de ses clients est gêné. Voilà, systémique. Donc c'est l'effet domino, si vous préférez. Et la quantité d'eau et la largeur surfacique, si vous voulez, de ce qui est en train de se passer, change un peu la donne de ce point de vue-là. Deuxièmement, on a des infrastructures locales qui sont touchées pour l'instant. Donc en clair, c'est l'énergie, les télécoms, etc., à proximité immédiate de là où ça déborde. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infrastructure générale nationale touchée. Donc on a par exemple des voies ferrées qui sont bloquées parce qu'il y a un tronc d'arbre qui est tombé en plein milieu, donc la voie en question, que ce soit du TGV ou pas d'ailleurs, est coupée, mais enfin le temps de réparer tout ça, mais on n'a pas de situation nationale où le train serait complètement arrêté, où la distribution d'électricité serait complètement fragilisée au plan national, où les télécoms fonctionneraient complètement de travers au plan national, etc. Donc on n'en est pas là du tout. Mais ça doit nous rendre un peu vigilants compte tenu de la masse des incidents et des moyens forcément limités des opérateurs pour réparer. Donc les opérateurs, alors là à la fois je les félicite et je mets un point d'interrogation, les opérateurs, donc en clair, Enedis, Orange et tous les autres, ont en place, et puis ceux qui s'occupent des routes, des voies SNCF, enfin tous les opérateurs d'infrastructure, ont en place des moyens de secours et de remise en état en cas de pépin, bien sûr, mais le dimensionnement de ces moyens de secours sont dimensionnés par décision politique, c'est-à-dire en disant, voilà, s'il y a une région dans l'eau, on sait faire, mais si toutes les régions sont dans l'eau, ou ne serait-ce que la moitié d'entre elles sont dans l'eau, évidemment, c'est pas pareil. Donc on peut avoir un allongement de la durée de la crise du fait de l'étendue de la zone, et du fait des moyens forcément limités, c'est pas du tout un reproche, forcément limités, des moyens techniques, je parle même pas de finances, des moyens techniques qui permettent de tout remettre en état très rapidement. Quand c'est une toute petite zone, ça va vite et c'est facile, quand c'est une très 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 grande zone, c'est plus compliqué et ça va lentement. Donc il faut faire attention parce que cette affaire-là contient déjà des ingrédients qui peuvent rendre le risque systémique de manière importante et longtemps. Et puis, il y a la question du coût, bien entendu. Alors, la Fédération des assurances, je crois que c'est la Caisse centrale de l'assurance, a parlé hier, je ne dis pas de bêtises. Donc, ils ont annoncé 1 milliard d'euros de dégâts, d'ores et déjà. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup, compte tenu de la zone touchée, c'est plutôt dans les montants classiques. Mais d'abord, ça va évoluer. Et puis, soyons prudents, les communications qui sont faites par le secteur des assurances ne concernent que les dommages couverts par les sociétés d'assurance. Et donc, on n'a pas tout ce qui n'est pas couvert par définition. Et là-dedans, il y a les récotes quand le contrat n'est pas souscrit, et puis toutes les infrastructures publiques. La SNCF est son propre assureur. Une route, un pont qui est arraché par une crue n'est pas couvert par les compagnies d'assurance. Donc, c'est pas du tout une situation, enfin sauf cas d'exception, quoi. Mais on n'est pas du tout dans une situation où le milliard d'euros qui a été déclaré hier concerne la bottom line, si vous voulez, le big picture de la crise. C'est la partie c'est en gros les habitations pour l'événement en cours, ce qui est déjà pas si mal que ça, 1 milliard, mais on est loin des limites au-delà duquel, disons, l'économie résiste pas, quoi. 1 milliard, c'est dans les clous pour l'instant. De dégâts assurés, donc si ça dégénère pas, ça va. Si ça dégénère, après, on n'est évidemment pas dans la même situation. Alors, je vais vous passer là une vue sur la météo en cours. Excusez-moi, je cherche avec mes écrans. Voilà. Et donc, je vous ai mis là, à l'écran, le site. Alors, on est en conditions réelles, donc c'est pas un slide. Le site de WXChart, qui est donc la compilation des modèles météo. Et l'intérêt, c'est que ça permet de faire des projections à 3 semaines. Donc là, l'image que vous avez à l'écran vous donne, donc ça permet d'avoir un peu de visibilité. Évidemment, les prévisions qui sont les plus lointaines sont les moins précises, ça va de soi. Donc je vous ai mis la carte France et on va dérouler ça, sachant que ce que vous avez là tout de suite à l'écran, c'est ce matin à 0h, donc la situation est déjà passée. Et si on avance progressivement, on voit que ça continue un peu.
On a encore des épisodes, alors c'est en heure, hein, si vous arrivez à voir en bas, là on est à 18h à partir d'aujourd'hui, et après ça se dégage. Donc en gros, c'est un peu la dernière journée d'intempéries compliquées. Et si j'avance bien, on a une situation anticyclonique, c'est le H que vous avez là, qui vient se mettre en place sur le sud de la France et qui va nous protéger pendant quelques jours. Donc ça va plutôt pas mal. Vous voyez, on a 3 H qui se promènent en France et puis un autre, on est 2 en Espagne, 1 sur la Suisse. Donc on va être assez bien protégé et les hautes pressions, les anticyclones, sont par définition beaucoup plus stables que les dépressions. Donc normalement, si vous voulez, le premier épisode de crue qu'on a, enfin d'inondation et d'intempéries qu'on a en ce moment, devrait plutôt se calmer d'ici 24 à 48 heures. Donc après, ça va. Bon, il y a un petit peu de passage pluvieux, mais c'est pas méchant. Donc j'avance. Le problème, c'est que derrière, on a des mauvaises nouvelles qui reviennent. Donc c'est dans 174 heures. Donc vous divisez par 24 et vous avez le compte. Donc c'est en gros de l'ordre de 7 jours. Là, par contre, on a de nouveaux épisodes qui arrivent. Et donc les zones que vous voyez en rouge sur l'écran tombent très exactement là où on a déjà des inondations en ce moment. Et par ailleurs, au sud-est de Paris, vous avez donc des précipitations qui viennent se reconcentrer. Donc on comprend, et j'ai pas terminé là, on comprend que c'est pas très grave si l'eau au sol a le temps de s'écouler dans les 7 jours entre maintenant et la partie où ça va s'aggraver. Et la réponse est évidemment non. Une crue, ça met très longtemps à s'évacuer, de l'ordre de 15 jours, avant de retrouver des niveaux nominaux qui permettent, eux, d'encaisser une crise plein pot. Donc ça veut dire que dans 7 jours, si ça recommence, comme nous le disent les prévisions, ça va recommencer sur une situation qui est d'origine un peu dégradée. Et donc si on continue, ça ne s'arrange pas. Et le modèle météo là se morcelle un petit peu parce qu'on est trop loin, si vous voulez, dans l'incertitude. Donc le modèle météo a du mal à reprendre ses petits. Au passage, vous voyez un très gros épisode neigeux dans les Alpes, donc ça sent les avalanches à plein nez là-bas derrière. Et on se retrouve avec encore un gros épisode de précipitation qui arrive donc dans une dizaine de jours, 258 heures à partir d'aujourd'hui, donc de l'ordre d'une dizaine de jours, avant que ça finisse par se gâter derrière. Donc on a une situation, si vous voulez, qui est pas très bonne, et qui nous laisse penser que la conjonction d'événements, on ne sait pas très bien comment ça va tourner. Entre si on a de la chance et que tout s'écoule bien et on n'a pas le système dépressionnaire dans une vingtaine de jours, ça va. Si par contre on a moins de chance et que toutes ces dépressions continuent de s'enchaîner, même après un répit de quelques jours, ça ne va pas du tout aller. Du tout. Et c'est pour ça qu'on a monté le séminaire. C'est pas parce que la prévision à quelques jours est mauvaise, c'est plutôt après. Or, on est dans une cinétique lente au sol et les crues, vraisemblablement, n'auront pas le temps de s'évacuer de partout. Et on n'aura pas le temps de remettre les infrastructures tout à fait nominales, curer les cours d'eau, etc., dégager sous les ponts, etc., en 8 jours, c'est pas possible. Donc on sait déjà, si vous voulez, que ça va pas aller très bien quand les pluies reviennent, si elles reviennent. Donc il faut faire attention. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette partie. C'est que la première, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu, en tous les cas pas à ma connaissance, de très gros centres urbains touchés en dehors de Bordeaux. Là, en ce moment à Bordeaux, c'est en train de déborder sur les quais, mais c'est pas non plus colossal. Et on a plutôt des villes moyennes, type Angers, Saintes, etc., ou Tonneins, qui sont touchées. Mais ce n'est pas des grands centres économiques, des grands pôles économiques de fonctionnement de l'entreprise France, si vous voulez, pour l'instant. En revanche, si l'épisode dont on a parlé tout à l'heure revient, là, je suis moins sûr, et je ne suis pas du tout certain qu'on puisse éviter, disons, des conséquences systémiques pour nous qui soient beaucoup plus sérieuses. Donc il faut faire un petit peu attention, même si, encore une fois, on n'a pas de grande ville et pas d'infrastructure au plan national qui soit par terre, encore une fois, pour l'instant. Alors, je continue là-dessus. Donc, les points clés à retenir pour nous, si vous voulez, nous les entreprises, c'est les infrastructures. Pour les particuliers, c'est j'ai de l'eau dans la cave, dans ma cuisine, mes meubles, ma collection de disques, etc., que je mets au grenier ou sur parpaing pour tout préserver. Pour les entreprises, le sujet numéro 1, c'est les infrastructures. Soit les infrastructures internes, donc on va détailler un peu, soit les infrastructures externes, c'est celles du pays, de la région où on est, qu'on utilise.
Donc les infrastructures externes, c'est l'énergie, les télécoms et ainsi de suite. Alors un câble télécom, ça résiste bien à l'eau, mais ça résiste pas à un pont qui est arraché et si le fourreau passe dedans. Hein, donc, alors que l'électricité, dès qu'il y a de l'eau dessus, Enedis coupe. Et ils ont raison de le faire parce que c'est dangereux. En revanche, les télécoms, ça tient mieux à l'inondation, mais ça ne tient pas à l'arrachage des infrastructures. Le deuxième sujet qui va nous intéresser, c'est l'accès aux produits pétroliers. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de sujet, les raffineries fonctionnent, etc. Maintenant, si les routes sont coupées de partout et que les camions-citernes ne passent pas, très concrètement, et que nous, on doit refueler des groupes électrogènes de data centers, ça peut devenir un peu gênant. Je suis assez confiant sur ce point-là. Je suis plus gêné quand c'est des grèves, par exemple, qui bloquent les carrefours. Mais là, avant que l'ensemble des raffineries soient gênées pour des questions d'inondation, il faudrait vraiment qu'on soit complètement englouti. Donc ça ne me paraît pas le plus probable à très court terme. L'énergie, oui. Les télécoms, oui. L'accès au pétrole, plutôt moins. Les routes, évidemment. Les ponts, vous avez vu que dans beaucoup d'endroits, notamment à Saintes, les ponts sont fragilisés. Et ils sont fragilisés parce que l'eau, le courant tape sur le tablier du pont. C'est des ponts souvent historiques, anciens, enfin ils enjambent pas la rivière d'un seul coup. Et donc les autorités ferment ça parce qu'ils veulent pas endommager l'ouvrage. Et donc quand les ponts sont fermés, il faut faire des grands détours. Et comme la zone est importante, puisque on a vraiment tout l'ouest qui est pris, ça veut dire très clairement que nous, avec nos camions, nos livraisons et nos besoins d'entreprise, on ne peut pas traverser. Alors il y a d'autres solutions, hein, télétravail, tout ce qu'on voudra, mais enfin, tous les ponts fermés, la logistique, transport, forcément, ça se passe moins bien. Et puis il y a pas mal d'endroits, on a des digues qui ont lâché, je vous ai mis la dépêche que j'ai récupérée sur la dépêche du midi ce matin, où il y a donc plusieurs digues, 3 digues qui ont lâché à Aiguillon, et qui donnent donc une situation compliquée, parce qu'évidemment, quand une digue saute, tout de suite ça se déverse, et là, pour le coup, on a une inondation rapide qui se met en place sur un territoire. Donc tout ça, et puis les voies ferrées, donc la SNCF annonce ce matin beaucoup de lignes fermées où les horaires ne sont pas respectés. Alors le plus souvent, c'est parce qu'il y a des troncs d'arbres qui sont tombés sur les voies. Donc c'est pas grave s'il n'y en a que quelques-unes. Par contre, s'il y en a vraiment de partout, il leur faut du temps pour remettre tout ça debout. Et puis les aéroports, alors là, eux, c'est plus le vent, la tempête, la neige, etc. Mais on a vu aussi au début des épisodes, quand il y a eu un épisode de neige et de tempête, que certains aéroports étaient fermés et des programmes de vol qui étaient complètement retardés. Ça nous touche moins, encore qu'on peut avoir de la logistique qui arrive par les airs et qui est retardée. Donc tout ça sur un contexte de sol instable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc un gros coup de vent, par exemple, sur la France, là tout de suite, on aura beaucoup plus d'arbres par terre, et donc beaucoup plus de routes coupées, beaucoup plus de voies SNCF coupées. Et donc la question de la dimension de la crise et du dimensionnement des moyens de secours des grands opérateurs. Donc pour l'instant, j'entends pas de communication là-dessus en disant ça va, on est dimensionné complètement pour faire face, on est complètement dans les clous, on a une capacité qui est pour l'instant à 150% de ce qui est en train de se passer, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'ils disaient ça, je serais un petit peu plus rassuré, mais pour l'instant, on nous parle de foyers touchés, on nous parle des particuliers en fait, et le monde de l'entreprise n'est pas du tout adressé, du tout par les pouvoirs publics, ceux qui les relaient, la presse, les préfectures, etc. Tout le monde nous parle de foyers touchés et pas du tout d'entreprises touchées. Donc on n'est juste pas informé du tout de ce qui est en train de se passer. Alors, donc ça c'est pour les infrastructures externes. Pour les infrastructures internes, c'est nos sites principaux. En gros, à l'immeuble de bureau, votre siège, là où vous êtes implanté. Tout ce qui est entrepôt, stock, sachant que dans les entrepôts, il y a des marchandises forcément, c'est le principe, mais il y a aussi de la mécanisation, il y a de la robotique pour aller chercher les colis dans la bonne case et les mettre dans bon gros carton, dans le bon camion. On ne fait plus ça à la main, et maintenant il y a de la robotique de partout, et quand un entrepôt est complètement inondé, c'est pas que la marchandise qui s'en va, c'est l'outil industriel qui s'en va. Des usines et des moyens industriels. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu, j'ai bien cherché ce matin, d'ateliers importants. Alors il peut y avoir un artisan, mais pour l'instant, d'usines de production, au sens de la chaîne de montage. Pour l'instant, ça va. Il y a déjà des arrêts à pro, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a faute de pièces détachées, la production est interrompue, mais on n'a pas d'outils industriels qui soient allés dans l'eau pour l'instant. Et ça peut être des sites spécialisés, type laboratoire, centre de recherche, etc., où là, c'est le coût qui vient majorer tout ça, parce que dans ces équipements-là, vous avez du matériel de précision, du matériel de recherche avec des machines,
des équipements qui peuvent coûter très cher, par dizaines de millions d'euros. Et évidemment, une inondation là-dessus, là, c'est très très long et très compliqué et très coûteux de remettre tout ça debout. Mais encore une fois, j'ai bien regardé dans les différents bassins d'emploi où je sais qu'il y a des usines sensibles là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas eu de clignotant rouge qui se soit allumé, sauf erreur, ou sauf cas très particulier. Mais en tous les cas, pas d'infrastructure générale de recherche ou de développement endommagé suite aux inondations, à date, là tout de suite. On a tous nos locaux techniques qui permettent d'alimenter tout ça. En général, on a eu la bonne idée de les mettre dans les sous-sols, donc évidemment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et là, c'est les fameux TGBT, locaux batteries, onduleurs, groupe électrogène quand il y en a, arrivée télécom, répartition, centrale de surveillance, branchement divers, etc. Donc tout ça, c'est plutôt en dessous. Et c'est plutôt plus inondable que si c'était au-dessus, pour dire les choses simplement. Nos infrastructures télécom, enfin informatique et télécom, qui sont très largement à l'extérieur de l'entreprise, donc soit les data centers à nous, mais dehors, tous les câbles qu'il y a au milieu, bien sûr, et qui passent dans des routes et des ponts qui sont éventuellement enlevés, et tous nos sous-traitants. C'est-à-dire l'hébergement cloud, quelqu'un qui travaille pour nous, les intervenants, les prestataires, etc. Donc tout ça, c'est dehors. Et sur eux pèse exactement le même risque que sur nous, c'est-à-dire la fragilité physique des infrastructures suite à des questions d'inondation. Donc il n'y a pas que nous, quoi. Voilà. Nos infrastructures, notamment pour l'informatique, sont assez largement dehors. Et puis il peut y avoir des moyens techniques spécialisés, ponctuels, en fonction des différentes activités. Mais enfin, donc là je ne détaille pas parce qu'on est cross secteur d'activité. Enfin, on peut avoir des moyens techniques très chers qui sont un petit peu près de l'eau. Et évidemment, avec des inondations comme ça, il faut commencer à faire un peu attention. Alors, nos fournisseurs, donc à regarder, c'est ce qu'on appelle les fournisseurs clés de fluides essentiels. Les fluides essentiels, c'est la terminologie consacrée pour tout ce qu'on achète dans les tuyaux, donc l'énergie, eau, gaz, télécom, etc. Donc tout ce qui vient par tuyau ou qui est livré par camion, mais comme un fluide en fait, qui arrive dans nos entreprises et qui, eux, sont éventuellement perturbés par les inondations en cours. Encore une fois, si c'est quelques heures, ça peut s'organiser. L'énergie avec un groupe électrogène, par exemple. Si ça dure longtemps, une entreprise est très rarement prioritaire par rapport aux opérateurs d'importance vitale et par rapport aux hôpitaux, aux services de secours, etc., vers lesquels sont redirigés les moyens de secours de la puissance publique, et c'est bien normal. Donc nous, on a des groupes électrogènes qui sont là pour tenir un jour ou deux, pour dire les choses simplement, et après, il faut s'arrêter. Il n'y a pas 36 solutions, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Les fournisseurs des fonctions support de l'entreprise, donc notamment l'informatique devant, bien sûr, et puis toutes les fonctions support, quand c'est externalisé, je pense à la paye par exemple, toutes les fonctions financières, la surveillance, les gardiennages, etc. Tout ça, c'est des fonctions qui sont dehors, mais ils sont touchés par les mêmes intempéries, dans les mêmes circonstances, et parfois dans d'autres régions. Alors évidemment, quand ça déborde que chez nous, la région d'à côté, on peut espérer que ça déborde pas. En revanche, quand ça déborde de partout, vous pouvez très bien être impacté par les inondations chez votre fournisseur critique, alors que vous-même, il n'y a pas d'eau. Enfin, non, ça n'a pas débordé du tout. Donc c'est pour ça que c'est la dimension des inondations en cours qui nous rend un petit peu plus attentifs, en tous les cas, sur les effets systémiques de la crise en cours. Alors côté RH, on a ce qu'il est convenu d'appeler en France une infrastructure sociale, bien sûr. En gros, la condition de vie des collaborateurs et de leurs familles. Donc en temps de paix, tout va bien entendu. Quand ça commence à déborder de partout, les inondations ne sont pas réservées aux entreprises, elles inondent aussi les maisons de certains de vos collaborateurs. Et l'expérience montre très largement que quand ça déborde à la maison et que les enfants sont en péril, même avec de la réquisition et tout ce qu'on voudra, les collaborateurs mettent en premier leur bloc familial et le secours notamment aux enfants et aux personnes vulnérables si c'est le cas. Donc c'est ce qu'on appelle le family first, donc ça c'est très documenté, et donc il n'y a pas de situation dans lesquelles les gens disent je laisse tomber ma famille pour m'occuper de l'entreprise, quand ça va suffisamment mal à la maison, évidemment. Si c'est léger, ça va, bien sûr, la famille est là pour ça, mais si ça va très 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 mal, il y a un moment où de toute façon tout le monde cède et reprend le contrôle de sa vie privée avant le contrôle de sa vie professionnelle. Donc
Si, encore une fois, si la crue n'est pas étendue, ça va, mais si c'est tous les départements en même temps, les gens vont s'occuper d'eux. Hein. Voilà ce qui va se passer. Donc tout ça, ça fermera. Nous fermerons. Non pas parce qu'il n'y a plus d'électricité ou il y a de l'eau dans les ateliers, mais c'est parce qu'il n'y a plus personne. Donc il faut bien surveiller la question de la disponibilité des équipes face à une situation comme ça. Alors, par-dessus le marché, nous sommes en février. Février, c'est les périodes de congés ski et compagnie. Et donc, on a une crise qui arrive à ce moment-là. Alors, si les gens qui s'absentent pour aller à la neige, pas demain soir, sont des gens qui peuvent se connecter et accomplir leur mission si vraiment ça tourne au vinaigre, écoutez, moi, c'est à vous de décider, pourquoi pas, mais en tous les cas, les hommes clés doivent rester joignables. Si c'est des fonctions non télétravaillables et que la météo tourne au vinaigre, il faudra les rapatrier, il faudra leur demander d'interrompre et de venir au secours de l'entreprise, on ne pourra pas faire autrement. Et pour le reste, par contre, c'est pas la peine non plus d'énerver tout le monde en disant on annule tout alors que ça déborde pas, ou alors que l'entreprise est tout simplement arrêtée et on dit aux gens restez chez vous. Donc on ne va pas annuler les vacances pour ça, bien sûr. Donc il faut faire ça, me semble-t-il, au cas par cas, mais bien comprendre qu'on a une période de crise là, qui tombe pile à cheval sur les vacances d'hiver, et avec un souhait légitime des gens d'aller se reposer à la montagne, ou ailleurs d'ailleurs, à un moment où le territoire national est particulièrement touché, quoi. Voilà. Donc c'est pas de chance, si je puis dire, mais il faut bien garder, alors les DRH le savent, hein, il faut bien garder ça, donc vous avez des indicateurs à la DRH qui vous donnent le nombre de personnes qui sont en vacances dans les semaines qui viennent, mais ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est les personnes clés. Et puis autour de votre entreprise, donc on a une infrastructure sociale autour de l'entreprise qui s'appelle l'infrastructure de santé. Donc s'il n'y a plus d'hôpitaux du tout, je ne suis pas certain que ça ne déménage pas. S'il n'y a plus d'éducation du tout, parce que c'est inondé, à ce moment-là, les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Et on sait que les collaborateurs qui ont les enfants à la maison ou se mettent en télétravail ou prennent des congés. Et la situation des plus vulnérables, je pense aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, même chose. Quand l'infrastructure publique de prise en charge de ces gens-là ne suit plus, les crèches, les personnes en dépendance importante, la visite de l'infirmière, etc., quand ça ne suit pas, c'est la famille qui prend le relais. Et donc encore une fois, entre la famille et l'entreprise, les gens rendront des arbitrages. Donc tant que la crise n'est pas aiguë, ça va. Par contre, tous ces phénomènes-là contribuent au caractère systémique de la crise. Donc il faut juste en avoir conscience. Alors, quelques petits souvenirs quand même. Je vous ai remonté là l'image d'un poteau électrique au lendemain de la tempête de 1999, pour ceux qui s'en souviennent, qui est un peu la dernière grosse crise systémique qu'on a eue en France il y a longtemps. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas encore en âge de travailler à l'époque, et c'est pas un reproche du tout, on a essuyé le 26 décembre 1999 2 tempêtes en 48 heures, 2 tempêtes indépendantes, une qui a balayé en gros le nord de la France et une qui a balayé, donc c'était la tempête Lothar, et une qui a tapé tout le sud de la France et qui s'appelait la tempête Martin. Elles se ressemblaient beaucoup, sauf que ce n'étaient pas les mêmes tempêtes. Et c'était chacune des tempêtes centennales, et on les a eues 2 en 2 jours. Et à l'issue de cette tempête-là, donc il y a eu 220 km/h de vent à l'intérieur je crois 225 à Paris, hein, quelque chose comme ça. Donc là, 225, on est vraiment la catégorie très nettement au-dessus de ce qu'on a eu nous ici très récemment. Et on avait donc un tiers des voies haute tension électrique en France par terre, ce qui est colossal. Donc arrêt des sites de production, panne électrique géante un peu partout en France, hein, donc le tout en plein mois de janvier. Il a fallu des semaines pour remettre tout ça en état, avec le renfort de 3 pays, notamment le Canada et nos amis anglais qui sont venus prêter main forte pour sortir les tronçonneuses et bûcheronner tout ce qui gêne, et remettre les poteaux debout, et rebrancher les fils. Et donc là, il faut de la main-d'œuvre et des moyens. Et là, clairement, les moyens de secours en France, à l'époque, en tous les cas, n'étaient pas du tout dimensionnés pour répondre vite à une crise de cette nature. Et donc, c'est par, disons, la solidarité internationale qu'on s'en est sorti. Et faire venir les Canadiens, c'est pas immédiat. Hein, Donc, c'était suffisamment grave pour que les dirigeants de l'époque prennent ces décisions-là, et ils ont bien fait. Et depuis, bien entendu, donc c'est resté un petit peu dans les mémoires en termes de grande crise systémique. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que si la météo tourne mal, on pourrait avoir quelque chose de la même dimension que ce qui s'est passé en 1999, en remplaçant le mot vent par le mot
eau et inondation, mais on pourrait un peu s'en rapprocher. Voilà. Et donc je préfère, moi, alors qu'il est encore temps, d'indiquer à tout le monde que voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça peut se passer, parce que le temps que vous mettiez chez vous en place tout ça, les 7 jours d'anticyclone qu'on a devant nous, on va les manger, et on va se retrouver dans une situation qu'on ne peut pas trop prévoir tout de suite, mais on sait que les sécurités ont été par contre beaucoup grignotées, les nappes sont pleines, les cours d'eau débordent, etc. Donc la moindre goutte d'eau qui tombe par-dessus, elle fait monter l'eau dans la rue. Alors, les scénarios redoutés qui sont devant nous cette fois-ci, maintenant, ça serait qu'un pôle économique majeur soit pris par l'inondation. Donc la carte qui est à droite, c'est la carte de ce matin. Hein, donc elle n'est pas illustrative de grandes villes qui seraient touchées en dehors de Bordeaux. Mais si on a un épisode très désagréable dans une quinzaine de jours, enfin une huitaine de jours, à ce moment-là, on risque d'avoir donc des grandes zones d'emploi, des grands bassins d'emploi touchés. Donc c'est Bordeaux en version augmentée, si je puis dire, parce que là tout de suite c'est les quais, mais enfin ça va, c'est pas gênant. Mais toutes les villes qui sont devant, c'est toute la région de Toulouse, c'est Rennes, Nantes. Rennes est déjà en orange ce matin. Nantes, ça va pas tarder, ils vont pas tarder à basculer en rouge, puisque l'inondation est à un jour à peu près, un jour et demi d'écoulement, donc ça va basculer en rouge. Mais un renforcement des précipitations là-dessus ferait évidemment basculer un peu la situation. Il y a toute la zone normande, il y a quand même pas mal d'industries en Normandie, et évidemment le sujet Paris. Donc pour l'instant, je vais y revenir, ça va, hein, ça monte, les télés nous montent en direct, il y a déjà un tunnel fermé, on doit être à pas loin de 4 mètres là maintenant, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, pour l'instant, sauf s'il pleut beaucoup. Évidemment. Et donc là, pour l'instant, disons qu'on on s'approche de la limite où il va falloir faire quelque chose. Alors, dans une moindre mesure, Lyon et les autres régions qui sont moins concernées, parce que pour l'instant, ça va, c'est vert partout. Donc, je pense au nord, à la région du nord, qui pour le coup, les autres années, c'était pas le cas, mais pour le coup, ça va. Toute la région est, ça va. La vallée du Rhône, ça va à peu près. Et disons, tout l'arc méditerranéen est à peu près tranquille pour le moment. Pour le moment, ils sont plus sujets à des problèmes de vent, mais pour le moment, ça va à peu près. Donc ce qu'on a devant nous, en fait, le scénario qui nous dérangerait beaucoup, ça serait que ça recommence et qu'on ait une ou plusieurs grandes villes, grands bassins d'emploi dont Paris, qui soient touchés. C'est ça le vrai sujet, et là, ça change de champs de patates et de zones agricoles ou rurales qui sont inondées, comme c'est plutôt le cas là, à l'heure actuelle, ou des villes moyennes. Si on a un gros centre urbain qui est touché, là, évidemment, c'est pas pareil. Alors un mot sur Paris pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui ont un peu de distance vis-à-vis de ce sujet-là. Donc je vous rappelle que Paris est le centre d'un pays centralisé où une bonne partie des concentrations de risques se font là. C'est une zone à plat où le risque évolue lentement, hein, enfin la cinétique de la crue est lente. Et donc il faut beaucoup d'eau pour que ça déborde. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, une fois qu'elle est en l'air, la Seine, elle met beaucoup de temps à descendre. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est la configuration physique. Et par ailleurs, Paris est une très belle ville parce que nos infrastructures techniques sont en sous-sol. Il n'y a pas un câble en l'air, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien. Donc tout est dessous. Le métro, l'énergie, le gaz, les télécoms, le chauffage urbain, les évacuations, les égouts, tout ce qu'on voudra, le chaud, le froid, voilà. Donc tout est sous Paris dans les sous-sols. Et donc tant que tout ceci reste à l'abri, tout va bien. À partir de 6,10 m à Austerlitz, donc on n'y est pas là, on est à 2 mètres de ça à peu près, hein. À partir de 6,10 m à Austerlitz, les pouvoirs publics sont obligés de commencer à couper le courant et de mettre en protection les infrastructures. Le problème, c'est que couper le courant dans une grande ville comme ça, une grande zone comme ça, même si ce n'est qu'un peu, ça déclenche un phénomène d'exode très important, puisque c'est le tertiaire qui domine à Paris. Et donc, s'il commence à faire froid, on n'a pas d'eau chaude pour baigner les enfants le soir avant d'aller se coucher, ou on ne peut pas faire les courses, tout de suite, ça va partir. Et les gens vont se mettre en télétravail en région chez la mamie. Donc on anticipe dès le 6,10 m franchi un exode très important. Donc c'est plusieurs millions de personnes qui vont quitter la zone, comme en plein mois d'août, si je puis dire, pour aller s'installer dans une zone un peu plus confortable, là où ils pourront. Et ce n'est pas les DRH qui vont gouverner, ça va être de l'auto-évacuation des salariés massive pendant un minimum 3 mois. Et il y a un deuxième seuil à 8,50 m, au-delà duquel on est certain que ça va très mal se passer dans les sous-sols. Et donc les délais de reconstruction ne se compteront plus en 1 à 2 mois, mais plutôt en 1 à 2 ans. Et donc le sujet, vous le comprenez, c'est une reconfiguration générale de la ressource humaine en France,
donc des infrastructures économiques, dans la mesure où déjà, avec le Covid, vous avez vu comme c'est compliqué de remettre les salariés au centre de l'entreprise. Si l'ensemble de vos salariés, enfin l'essentiel de vos collaborateurs s'installent en région pendant, disons, 2-3 ans, il va falloir leur expliquer très gentiment de revenir dans une zone où ça peut revenir, où le risque peut se réaliser à nouveau. Donc la raison, si vous voulez, et le consensus nous amènent à penser que c'est une reconfiguration générale de l'économie française si le scénario de crue majeure survient et qu'on a des déconvenues en matière de robustesse des infrastructures en sous-sol. Il faut 2 conditions. Et c'est de loin donc le risque le plus important. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas de situation à l'amont de Paris tout de suite qui nous laisse penser que le risque est imminent. Les nappes sont plutôt très hautes. J'ai regardé hier soir, le niveau des barrages qui sont à l'amont de Paris sont plutôt à 40-50% ou un peu plus. Donc ils ne sont pas pleins. Ça veut dire qu'ils ont été bien gérés et ils ont été vidangés avant la saison des pluies, de façon à garder de la capacité de stockage si vraiment ça dégénère. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein. Ça veut dire que c'est bien géré, a priori. Et donc, il faut qu'il pleuve beaucoup pour que ça commence à déborder. Néanmoins, la Seine est déjà à 4 mètres. On a les premiers voies sur berge, les premiers tunnels qui sont déjà coupés. Bon, voilà. Donc, on est sur le chemin de la crise et on sait qu'on a une pause de 7-8 jours devant nous. Voilà. Donc, si on a de la chance et qu'il fait beau temps, tout va bien. Si ça tourne au vinaigre, évidemment, il faut avoir conscience que le risque tout à fait majeur sur le fonctionnement de l'économie nationale et donc de nos entreprises, il est à cet endroit-là, et là, on commence à sortir des très gros scénarios et des très gros chiffres. Voilà, donc voilà pour le risque de crue majeure sur Paris. Donc je vous l'ai fait très très vite, hein, mais je vous invite à aller vous rendre sur le site maîtrisedescrises.com et vous avez un livre blanc, un guide de préparation pour les entreprises qui fait une 30aine de pages, qui est librement téléchargeable et où tout est expliqué un peu plus dans le détail. Ainsi qu'un briefing vidéo de 1h30. Donc je vous invite à regarder ça et vous aurez un petit peu plus de détails que ce que je viens de faire très rapidement ici. Alors, petite parenthèse extra inondation, on a un petit problème en ce moment, c'est l'Iran. L'Iran, donc, si j'ai bien écouté les analyses de cette nuit et de ce matin, il semble qu'on soit à la veille d'une intervention américaine musclée. L'armada américaine a été complétée, il y a un deuxième porte-avions qui arrive sur zone là tout de suite. Le nombre d'avions, de convois logistiques, d'armement, etc., qui a été approvisionné sur la région. Les ravitailleurs sont en place. Enfin bon. Donc vraiment, hein, il y a un déploiement d'une armada absolument colossale autour de cette zone-là. Et par ailleurs, l'Iran dit s'être organisé avec ses alliés pour riposter avec des missiles. On parle d'armes stratégiques qui ont été livrées par le Pakistan. Les Russes qui ont livré des défenses anti-aériennes, etc. Donc, voilà, il y a des moyens lourds, moins lourds sans aucun doute côté iranien, mais lourds quand même, face à une armada absolument colossale qui a été mise en place. Et par ailleurs, un trafic d'influence, appelons-le comme ça, autour de la décision du président américain, qui bat son plein pour qu'une opération soit déclenchée. Il y a eu une communication des proches du président Trump cette nuit qui nous parle d'une intervention imminente pour ce week-end, au pire pour le week-end prochain, et qui pourrait durer, je cite, plusieurs semaines. Donc voilà, je suis obligé d'en parler là parce qu'on est à... Si ça démarre demain soir, quoi, pour dire les choses. Donc ça, évidemment, ça va venir perturber le système. Si en plus on a des inondations de notre côté. Donc pour nous, les enjeux là-bas, c'est le détroit d'Ormuz et la question de la circulation du pétrole. C'est ça qu'on va prendre en premier, et de l'impact direct sur les marchés financiers. Donc les uns et les autres menacent de le bloquer, de le contrôler, de le libérer rapidement, sauf que, enfin bon, il y a des exercices qui ont déjà eu lieu, des exercices de blocage de l'Iran qui ont été faits cette semaine. Donc ça ne peut pas se faire sans vague, cette affaire-là. Petit 2, les marchés financiers internationaux, bien sûr, et la libre circulation des marchandises en provenance de l'Asie. Donc on ne pourra plus passer par la zone, et donc il faudra faire le tour. Et donc c'est des délais, des coûts, ça va être impacté, bien sûr. La réaction du bloc russe, enfin du bloc allié d'Iran, dont on ne sait pas très bien s'ils veulent l'embrasement complet ou nous faire croire qu'il pourrait y avoir un embrasement complet.
et des conséquences que ça peut avoir sur le moral des troupes chez nous, la consommation, la robustesse financière, etc. Enfin, voilà, si ça s'embrasse complètement, on n'est plus dans un conflit régional qu'on regarde de loin, quoi, hein, ça va nous toucher directement. Et puis le sujet cyber, bien entendu, que j'ai pas le temps de traiter là aujourd'hui, mais enfin, à l'évidence, si ça se passe mal, ça se passera mal aussi en matière de cybersécurité et en matière de continuité des câbles intercontinentaux au fond des mers qui ont déjà été à de nombreuses reprises attaqués par plutôt le bloc russe. À chaque fois que ça s'est tendu, ils coupent des câbles au fond des mers. Pour l'instant, c'était pas trop méchant, mais évidemment, si ça dégénère, on risque de changer un peu de catégorie. Alors, si on fait 2 scénarios, donc je referme le dossier iranien, mais enfin, il faut avoir conscience qu'on a une autre histoire ailleurs là, qui est en train de se développer maintenant. Alors, si je regarde un petit peu plus dans le détail les scénarios qui permettent de borner le champ des possibles, donc comme on fait à chaque fois, on définit donc 2 types de scénarios. Un scénario au mieux, qui consiste à mettre tous les curseurs dans le vert en partant de la situation connue à date d'aujourd'hui. Donc si c'est ça, on n'aura pas de seconde vague d'intempéries, ou très peu. Donc l'anticyclone pendant 8 jours, ça on le sait, mais après ça va. Pas de crise en Iran, donc il continue de se regarder en chien de faïence, mais ça ne dégénère pas. Là où ça a déjà été touché sur le terrain par les inondations qui ont déjà eu lieu, nos amis des infrastructures et des pouvoirs publics remettent tout ça en état de manière rapide. Alors je ne dis pas l'exploit du siècle, mais enfin en tous les cas acceptable pour le fonctionnement de l'économie générale du pays. Donc à l'aval, peu d'impact sur le coût de l'assurance, à la marge, mais peu d'impact, et sur le coût général du risque, c'est-à-dire la nécessité, par exemple, réglementaire de doubler les infrastructures pour des questions d'obligation. Donc une sorte de calme plat réglementaire. Du coup, les entreprises continuent d'avancer sur le terrain de la résilience et du durcissement de leurs infrastructures. Donc ça nous rend un peu plus robustes à l'avenir, mais ça se fait sans heurts et sans, disons, catastrophe budgétaire. Juridiquement, pas de recours. Donc pas trop de cas de force majeure, pas de recours sur les assureurs, défaut de prévention, pas de recours contre l'État, etc. Quelques évolutions réglementaires, mais pas très modérées. Et l'arrivée, tant qu'on y est, du sujet adaptation dans le champ des campagnes électorales qui sont devant nous pour aller vers le progrès. Voilà. Donc, après tout, il faut de toute façon, le réchauffement climatique arrive, donc il faudra y aller. Donc si c'est ça, ça va se faire, disons, en douceur. Et l'événement qui est en cours là ne va pas déboucher vers une situation complètement déraisonnable, mais plutôt comme un rappel à l'ordre et une marche forcée vers une meilleure résistance à l'avenir. Voilà. Et évidemment, pas d'autres catastrophes type cyber, attentats, etc. Rien. Pas de virus. Voilà. Et évidemment, en face, donc ça c'est le mieux. Donc ça, on est déjà engagé vers ce scénario-là, à minimum. Et donc, écoutez, avec nos dispositifs de crise habituels, j'ai envie de dire, c'est pas la révolution. Mais il faut quand même jeter un œil sur le scénario au pire. Alors, j'ai pas fait le pire, donc super cauchemar, si vous voulez, mais un peu en dessous, en essayant d'être un peu raisonnable. Alors, donc, des nouveaux épisodes climatiques, précipitations, etc., dans une dizaine de jours à peu près, sur des sols qui sont encore gorgés d'eau. Ça, c'est une certitude, et on n'aura pas le temps de remettre les sols au sec en 10 jours, ça, c'est juste pas possible. Du coup, des infrastructures physiques endommagées, non pas à l'échelle locale, mais plutôt à l'échelle régionale, voire nationale, si vraiment on n'a pas de chance. Donc, beaucoup de routes coupées, beaucoup de ponts coupés, beaucoup d'énergie interrompue, ce que nos amis des médias appellent les foyers touchés, mais enfin là-dedans il y a des entreprises, des fibres télécom qui sont, disons, impactées, j'ai pas dit que c'était le blackout, mais enfin bon voilà, ça va crapoter un peu, et un ou deux nœuds économiques sur le territoire touchés. Traduction, Bordeaux, Toulouse, enfin voilà, une grande ville prise. Pas plus qu'une ou deux, vous voyez, je ne vais pas plus haut que ça. Mais du coup, ça nous fait changer un peu de catégorie. Mais il suffirait qu'une ville de taille moyenne soit touchée pour qu'on observe déjà des effets d'exode dont j'ai parlé tout à l'heure, et des gens qui vont s'installer loin, confortablement, avec du chauffage, de l'eau chaude pour protéger les enfants. Hein, voilà. Donc déjà, ces phénomènes-là, mais pas à l'échelle parisienne, concrètement. Et comme il pleut, l'eau monte sur Paris, et on se rapproche du 6,10 m dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on tremble un peu. Voilà. Alors, dans mon scénario au pire, je ne vous déclenche pas la crue majeure sur Paris parce qu'il ne faut pas non plus tout peindre complètement en noir. Mais on pourrait être au ras des moustaches, si vous voulez, sur cette affaire-là. Comme ça s'est produit
en mai-juin 2016, où l'inondation s'est arrêtée à 6,11 mètres pour être très précis, et c'est à 6,13 mètres que ça déclenche, donc c'était vraiment une affaire de pas beaucoup. On pourrait avoir un épisode comme ça. Voilà. Et donc déjà, c'est pas mal. Hein. Si on a une ville moyenne qui est bien touchée, qui commence à être lourdement évacuée, plus Paris qui aura, plus les infrastructures qui tombent un peu partout, là on est déjà dans le systémique. Du systémique qui n'est pas colossal, mais du systémique quand même. Donc forcément avec ça, on aura des remises en état longues, puisque les dégâts sont importants sur un large territoire, donc ça ne va pas se faire en 15 secondes. Il faut espérer qu'on ait des appuis de l'étranger, mais enfin encore faut-il s'en occuper et les organiser. On aurait donc une augmentation importante du coût du risque et des réglementations. Donc là, c'est en clair l'assurance qui va faire un grand coup de marche escalier vers le haut. Un choc immobilier dans la mesure où il y a des biens immobiliers, y compris immobiliers d'entreprise, qui vont être dépréciés, perdre de la valeur parce qu'ils sont en zone inondable, plus qu'avant. Et donc ça se traduit dans les bas de bilan, les immobilisations des entreprises. Je ne parle pas des particuliers, hein, je parle déjà dans les entreprises. Vous avez une usine, vous avez construit un endroit, c'est une immobilisation, elle a une valeur, on sait qu'elle est inondable une fois, deux fois, trois fois, elle vaut moins. Voilà. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et donc ça commence à être un peu compliqué financièrement. Juridiquement également, parce que tout le monde dira cas de force majeure si je ne vous ai pas livré. Sauf que le cas de force majeure, ça marche très très bien pour des petites ruptures peu nombreuses et on ne déstabilise pas l'économie. Mais par contre, le cas de force majeure lourdement utilisé sur des larges territoires, on détraque complètement le système. C'est comme si les entreprises n'avaient plus aucun contrat commercial, ni à l'amont ni à l'aval. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc si le cas de force majeure s'emballe, ça fait des complications techniques, process et juridiques, si vous voulez, qui commencent à devenir un peu compliquées. Évidemment, la confiance sera entamée. Tant qu'on y est, l'Iran dégénère un peu et des cyberattaques par-dessus. Vous voyez déjà, on n'est pas du tout dans le même scénario. Et encore une fois, même si je n'ai pas mis le curseur tout à fait en l'air. Alors, les recommandations rapidement, puis on va laisser la place aux questions pour 10 minutes de questions derrière. Si vous avez des questions qui viennent déjà, n'hésitez pas à utiliser dans Q&R dans votre console Teams. Là. Q&R, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire ? De la veille météo et infrastructure. Donc météo et infrastructure. Donc c'est tous les sites météo, tous les sites officiels, préfecture, mairie, etc. Tous les sites des infrastructures générales, Enedis, SNCF et tous ceux que vous utilisez. Vos opérateurs locaux, donc pas que les opérateurs nationaux, et surtout canaux. Donc souvent c'est la presse, etc. Mais là où ils sont le plus rapides, c'est sur LinkedIn, Facebook et le réseau X. C'est ces trois-là, à mon avis, qu'il faut surveiller. Donc abonnez-vous au compte Enedis pour votre région, à votre préfecture pour votre région, sur ces trois canaux-là. Et là, vous serez alerté assez rapidement. Deuxième sujet sur la veille, donc c'est qu'est-ce qui se passe dans votre filière professionnelle, si ça doit dégénérer, bien sûr. Et dans votre cellule de veille, alors dématérialisez-la, hein, vous la mettez sur un espace Teams, vous vous abonnez que quelques personnes. En principe, c'est les membres de votre cellule de crise, hein, c'est-à-dire des représentants de l'informatique, des métiers, finance de votre modèle économique, RH, crise PCA bien sûr, la com, et un ou deux veilleurs, plus jeunes peut-être, mais qui aiment l'info, qui aiment être pendus devant les chaînes Tout Info, pour pouvoir surveiller ça et vous dire ce qui se passe. Surveillez les réseaux sociaux sur trois éléments. 1, la réputation générale de votre entreprise, qu'est-ce qu'on dit de vous. 2, qu'est-ce que vos clients disent, éventuellement à propos d'eux-mêmes d'ailleurs. Un gros client à vous qui a, je sais pas moi, 50% de votre chiffre d'affaires, qui est complètement inondé et qui dit à tout le monde « je suis dans l'eau, j'arrête », ils vont peut-être pas forcément penser à vous prévenir vous, tout de suite. Par contre, vous allez pouvoir le détecter très très vite sur les réseaux sociaux. Et le comportement de vos collaborateurs si ils racontent un peu ce qui se passe dans l'entreprise à l'extérieur sans autorisation. Il ne faut pas trop leur taper dessus, mais il faut quand même leur rappeler que la com d'entreprise, c'est à la main du communicant de l'entreprise et pas des collaborateurs. Et puis, que font les autres ? Que font les autres dans votre filière, vos concurrents, hein, pour dire les choses, qui sont dans votre secteur, et est-ce qu'ils sont touchés, est-ce qu'ils ont un plan B, est-ce qu'ils sont complètement arrêtés, enfin voilà. Donc ça va intéresser votre équipe de direction, évidemment, de savoir tout ça. Donc ça se robotise assez bien. Nous, c'est entièrement robotisé, c'est notre métier, pour pouvoir avoir des infos assez facilement. Côté RH, donc, surveiller, comme le lait sur le feu, l'impact des congés d'hiver
sur la période en cours là tout de suite. Donc qui part, qui devait partir, qui part plus, qui est joignable ou pas, et qui est compétence clé dans l'entreprise. Donc ça, c'est pas le moment, si ça déborde, hein, de se dire où sont les gens, quoi. Ça sera vraiment trop tard. Et vous allez vous faire engueuler pour dire les choses dans votre COMEX si vous n'êtes pas capable de dire que les compétences clés sont dans la nature en vacances, on ne les a pas prévenus, on leur a laissé 3 messages, ils ne rappellent pas, et on plante tout le système pour ça. Là, ça va, voilà, les gens ne vont pas être contents. Préparer un plan de com interne si ça dérape. Comment on prévient les gens? Un petit peu de souplesse pour les collaborateurs qui ont vraiment leur maison dans l'eau et qui demandent quelques jours de congé pour remettre un peu de l'ordre dans la maison, si je puis dire, enfin dans l'organisation de chez eux. Il faut aussi faire les choses de manière humaine, mais et encore une fois, plus c'est large, plus cette situation va se dégénérer et plus on en a besoin, nous aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu anticiper. Alors pour les très très gros scénarios donc, qui touchent les grands centres économiques ou les infrastructures générales, donc là il faut anticiper le départ vers des zones calmes en mode auto-évacuation. Donc c'est en gros le mois d'août qui arrive en plein mois d'hiver, quoi, hein. Donc tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va loin, chez la mamie, en location, chez des copains, à l'étranger, pour aller mettre tout le monde à l'abri. Donc à échelle moyenne si c'est une ville de région, et à grande échelle si c'est Paris. Et là-dedans, où sont les gens polyvalents, c'est-à-dire ceux qui savent tout faire, et où sont les compétences clés pour les opérations clés de votre entreprise, à commencer par votre cellule de crise. Et puis un peu de veille réglementaire, mais très franchement, je ne vois pas une réforme du Code du travail en pleine inondation ou en pleine crue majeure sur Paris, ça ne se fera pas. Donc il ne se passera pas grand-chose au plan réglementaire, si ce n'est des assouplissements. Donc il faut, à mon avis, c'est pas compliqué en tous les cas de faire ça. Côté informatique, donc surveiller où sont les compétences clés si tout le monde s'en va. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait un phénomène d'aggravation sur un bassin d'emploi important. Et hop, vous avez vos collaborateurs qui disparaissent, qui disent ouais, je te rappelle, sauf que c'est votre RSSI, quoi. Voilà, vous en avez besoin. Donc il faut savoir où ils sont et demander à tous ces braves gens-là de rester joignables. Surveiller donc la partie énergie, notamment sur vos équipements d'infrastructure et vos data centers. Donc le plein de diesel, les groupes électrogènes opérationnels, etc. Enfin, il faut qu'il y ait du courant dans la prise s'il n'y en a plus dans le réseau, quoi. Vraiment, surveiller vos télécoms, là, non pas pour les câbles intercontinentaux, mais pour un pont à 400 km qui a arraché une fibre, mais dans laquelle passe votre trafic. Donc ça se détecte très facilement, mais encore faut-il poser la question à l'échange télécom, si vous voulez, pour avoir l'info. Donc on appelle ça des morning checks, ça s'automatise très facilement. Et en gros, ça allume un voyant rouge dès que ça casse, quoi. Et après, vous êtes plus simple, vous avez plus de temps pour dérouter le trafic et le faire passer ailleurs. Maintien du télétravail en conditions opérationnelles, bien sûr. Une bonne hygiène informatique, mise à jour, sauvegarde, etc. Donc comme d'habitude. Contactez régulièrement, si ça devient systémique, vos fournisseurs critiques informatiques, qui sont pour l'essentiel à l'extérieur. Et puis, je vous pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Faut-il maintenir les grosses opérations, les migrations applicatives, c'est votre grand projet SAP qui arrive à la fin et dont vous aviez la mise en service dans 2 semaines. Faut-il maintenir ce type d'opération-là, un gros exercice de PRA, voilà, un truc un peu acrobatique, on va dire, au moment où ça déborde de partout. Donc je ne suis pas complètement certain qu'il faille faire des acrobaties au moment où les télécoms peuvent être coupés. Mais je me laisse ça à la main des DSI. Parce qu'il peut y avoir des situations particulières. Enfin, je n'ai pas de recommandation ferme là-dessus, mais je préfère poser la question, faut-il maintenir des opérations acrobatiques si ça déborde complètement? Voilà. Pour les métiers, donc veille, presse, infrastructure, etc. Donc ça, il faut voir si on est toujours en situation de pouvoir produire, bien sûr. À l'intérieur de votre filière, on vous recommande de prendre contact avec votre fédération professionnelle qui doit se mettre au boulot là-dessus et dresser une sorte de tableau de bord d'impact des crues sur votre filière. Donc nous on le fait pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc la fédération de la métallurgie, toutes les fédérations agricoles, etc., doivent se mettre un peu en avant en disant voilà comment on facilite les choses. Par parenthèse, un des bons élèves de la classe, c'est la Fédération des assurances, qui, vous l'avez peut-être vu passer, a mis en place une mission d'observation et d'accélération des indemnisations. C'est pour le bien des clients, mais c'est aussi pour le bien de la profession, parce que si tout est plus facile et plus fluide, c'est mieux pour les sociétés d'assurance de fonctionner comme ça. Donc là, il y a une fédération qui bouge et qui dit on prend des mesures particulières à la demande de leurs adhérents. Bon. Donc si tout le monde peut faire ça, ça serait pas mal.
Veillez donc vos clients et fournisseurs, donc il suffit d'être en contact, sachant que de veiller ses fournisseurs critiques et ses clients critiques devient déjà une obligation dans le monde de la finance, c'est les fameuses règles DORA, et avec la dérive climatique, ça va s'étendre partout sur d'autres secteurs. Et puis, jetez un œil au coût, comment la dérive climatique et la mise en robustesse de vos éléments de production va impacter les coûts à terme. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas le plus urgent, mais à un moment donné, il faut quand même regarder combien coûte le changement climatique dans votre modèle de production. Sur la com, donc pas grand-chose de compliqué. Préparez un ou deux scénarios de com externes, sachant que si ça déborde de partout, vous ne serez pas interrogé, vous, individuellement. Par la presse en particulier, c'est plutôt la préfecture, voilà, c'est la grande maille. En revanche, communiquer vis-à-vis de ses clients, oui, bien sûr. Et puis en termes de com interne, dites à vos collaborateurs qu'on s'en occupe, qu'il y a un pilote dans l'avion, que toutes les situations individuelles, c'est la DRH, etc., etc., pour que les collaborateurs aient l'impression que l'entreprise a un peu anticipé et ne se laisse pas faire par les intempéries, même si elles sont hors normes. Côté finance, juridique et conformité, donc ça sent bon le tableau de bord de l'opération quand même pour savoir au final combien ça a coûté, combien les indicateurs d'assurance, enfin les tarifs d'assurance vont évoluer à l'avenir, donc forcément à la hausse, et d'observer les exigences des assureurs à l'avenir. Donc ils vont demander à ce qu'il n'y ait plus d'installation critique en bas du parking, que plus rien dans les sous-sols, que les toits soient doublés, que les détecteurs d'humidité, etc., que les portes soient fermées, qu'il y ait des bâtards d'eau à toutes les ouvertures, qu'un site ou une infrastructure soit déménagée. Sinon, ils ne vous assurent plus. Donc cette partie-là va se renforcer avec le temps, au fur et à mesure que les catastrophes naturelles vont continuer de se développer. Donc ça, c'est contact assureur, et donc quelles sont les exigences qui sont dans les tuyaux pour les 5 ans qui viennent, quoi, en gros. Et puis le renforcement et le durcissement des infrastructures d'entreprise, hein, donc c'est ça, là pour le coup, c'est le volet coût direct du déménagement d'une usine ou d'une infrastructure informatique avec un data center qui est vraiment trop près de l'eau. Il faut en mettre un autre, mais loin, en hauteur, invulnérable. Mais bouger un data center, ça coûte très cher, ça s'organise, c'est plusieurs années de travail. Donc voilà, donc tout ça, ça a un coût et donc une trajectoire stratégique pour l'entreprise. Alors en termes de pilotage DG, donc il faut que votre patron y voit clair. Donc maintenez votre dispositif permettant de l'informer et d'informer la cellule de direction générale de tout ce qui se passe. Donc rien de plus, rien de moins que vos dispositifs de crise, parce qu'ici ils fonctionnent déjà, il n'y a juste rien à faire. Simplement, c'est le moment de les dépoussiérer un petit peu, de vérifier qu'ils marchent, que l'annuaire est à jour, que les bonnes procédures sont bien à jour, que tous les documents sont dans les bons répertoires, etc. etc. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire pour qu'on ne soit pas en train d'essuyer un pépin technique au moment où ça va se déclencher vraiment. Faites préchauffer le dispositif au cas où. Voilà. Et puis, mettez peut-être à l'ordre du jour, une fois que les épisodes seront passés, une sorte de comité stratégique pour savoir si les implantations physiques des outils de production, de gestion et des infrastructures techniques sont conformes à l'évolution du climat tel que pressenti, ou s'il y a lieu d'y réfléchir et d'engager une modification de cet élément-là dans le temps. Voilà, et pour finir, donc une petite suggestion que je vous fais avec un clin d'œil forcément, c'est que pour surveiller tout ça au plan national et vous donner, disons, des pistes d'action, des idées pour agir, en essayant de rien oublier, il y a une bonne solution, c'est de s'abonner à maîtrisedescrises.com, donc c'est de bonne guerre puisqu'on vous fait les webinaires gratuits, pour essayer de regarder ça. Et donc nous, on le fait de manière complètement mutualisée, puisque au fond, les entreprises font toutes la même chose. Pas que sur les affaires d'inondations et de catastrophes naturelles, encore une fois, on le fait sur la géopolitique, sur la cyber, sur les inondations de Paris, sur la rupture des câbles sous-marins au fond des mers, etc. Donc on surveille tous ces sujets-là et on essaye de livrer des contenus, enfin on le fait, des contenus qui soient directement opérationnels pour les membres de votre COMEX. C'est ça qu'on fait, ça marchera bonnement, et donc on vous invite à nous contacter s'il devait y avoir des questions particulières, enfin des marques d'intérêt pour vous, si ça peut vous rendre service pour aller plus vite et alerter au bon moment plutôt que de prendre les coups quand ils arrivent. Donc c'est notre métier, on existe depuis 2013 et c'est pour ça qu'on fait ça, parce que il semble que ça corresponde à un besoin et en tous les cas une utilité à la fois économique, technique et sociétale dans le monde des entreprises.
Voilà, donc j'en ai terminé. Donc je vous invite à poser des questions maintenant dans les questions Q&R. Alors il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui m'ont donné des questions par messagerie, mais je préfère que ça arrive sur Q&R parce que ça arrive directement sur mon écran. Donc j'ai ça sur l'écran du dessous. La première, c'est quel lien avec le climat, enfin avec la dérive climatique, si on parle des épisodes en cours. Alors écoutez, je ne suis pas membre du GIEC, mais enfin en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment est le fruit de ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, c'est-à-dire un gros courant de vapeur d'eau très chargé qui nous vient des États-Unis. Pourquoi ça vient des États-Unis? C'est parce que là-bas il fait très froid, enfin il a fait très froid très récemment. Et pourquoi il a fait très froid très récemment? C'est le déréglage du vortex polaire qui est au-dessus de nos têtes, au-dessus du pôle Nord, et dont lui, on sait que son instabilité est une conséquence directe du réchauffement climatique. Donc je vous la fais autrement, dans ce qui est en train d'arriver, rien ne dit que c'est pas conforme aux prévisions du GIEC. Voilà. Et par ailleurs, les scientifiques, et on peut les comprendre, avant de dire il y a un lien direct, vont avoir besoin d'avoir plein d'épisodes comme ça, plein de données, plein de recul, plein de certitudes, etc., avant de dire oui, sauf que nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'une crue éventuelle, enfin des inondations très sévères, pour l'instant on a des inondations sévères mais pas très sévères, des inondations très sévères sur la France, c'est pour la semaine prochaine, et je crains que le GIEC ne nous donne pas tous les éléments d'ici la semaine prochaine, et quand bien même il le ferait, une fois qu'ils nous auront dit oui, c'est le climat, de toute façon il faut qu'on passe par les mêmes disons, travaux de préparation et les mêmes échanges de bonnes pratiques pour pouvoir avancer. Donc c'est un peu la mauvaise question, si vous voulez. On comprend la construction intellectuelle, mais on n'a pas le temps, quoi. On n'a vraiment pas le temps. Alors, deuxièmement, est-ce qu'on nous demande, est-ce qu'il y a des guides de prévention, est-ce qu'il y a de la littérature ou des sites pour se préparer? Alors, à mon avis, il y a trois possibilités. La première, c'est de vous tourner vers votre assureur. Et il y a des publications qui existent, qui sont soit émises directement par votre assureur, par leur service prévention, soit par la Fédération des assurances. Et donc c'est Assureur Prévention qui fait ça. C'est plutôt orienté grand public. C'est plutôt prenez des piles dans votre poste de radio à la maison que faites des sauvegardes informatiques, pour être très honnête. La deuxième, c'est votre chambre de commerce qui peut avoir éventuellement fait des choses localement. Ils le font un petit peu sur Paris, mais très franchement, c'est encore un peu en devenir. Et puis la troisième, c'est nous, très concrètement, nous, Maîtrise des crises, on est le seul service en Europe à avoir cette formule-là de veille et d'alerte proactive en organisant des événements dès que ça chauffe, quoi. On est les seuls à faire ça, donc on espère en tous les cas que ça vous satisfait. Là, vous êtes sur la formule gratuite, si je puis dire. Mais si vous vous abonnez, vous avez ça au fil de la semaine, tout le temps, quoi. Voilà. Donc là, par contre, on vous dit quoi faire et on publie de temps en temps à l'extérieur de notre périmètre. Donc c'est le cas sur la crue majeure Paris. Les guides sont librement... vous pouvez les demander en nous contactant sur le formulaire... il y a un formulaire de prise de contact sur notre site. C'est le QR code que vous avez sur le slide tout de suite à l'écran. Vous le flashez et vous allez tomber sur la bonne page sur notre site pour qu'on vous envoie les guides de préparation qu'on a déjà rédigés et qui existent déjà. Alors, je regarde QR, toujours pas. J'ai deux autres questions qui sont tombées là maintenant. La première, c'est en Iran, est-ce que le conflit est imminent? La réponse est je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, fort heureusement. Néanmoins, il semblerait que le déballage de toute cette armada ne se soit pas fait, disons, pour rien. Et par ailleurs, il y a beaucoup de pays qui poussent pour que ça se fasse et je cite, qu'on en finisse avec l'Iran. Mais évidemment, on n'efface pas une civilisation comme ça. Donc, pour moi, le vrai sujet, c'est pas est-ce que les États-Unis vont intervenir. La réponse est sans doute oui. C'est est-ce que ça va s'embraser derrière. Et ça, franchement, j'en sais rien. Maintenant, si la Chine et la Russie, disons, prêtent main forte, et eux ripostent sur l'armada américaine, évidemment, on va changer complètement de périmètre. Et ça, franchement, j'en sais rien. Voilà. Je peux pas vous dire. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on surveille ça H24 ici, et on essaie de comprendre ce qui est en train de se tramer. Mais malheureusement, le champ des possibles est très large, même si il est assez fortement probable qu'il se passe des choses assez désagréables, disons, dans la huitaine de jours qui sont devant nous. Alors j'ai une autre question qui est intéressante. On me demande comment vendre le sujet du jour là, aux directions générales qui regardent un peu ailleurs. Alors, il faut comprendre pourquoi elles se regardent ailleurs. Soit elles regardent ailleurs parce qu'ils n'ont pas du tout une culture d'entreprise. Et là, je vous invite à leur parler de ce que font les autres. Vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs sur les réseaux sociaux et vos concurrents.
ou grandes entreprises qui sont voisins-voisins, c'est-à-dire au bout de la rue et inondées pareil. Un chef d'entreprise qui n'a pas le temps, qui est débordé et qui est riscophobe, on va dire, est toujours intéressé par ce que font les autres. Donc le bon canal, de mon point de vue, c'est de lui remonter une sorte de fiche de synthèse, mettez ça comme vous voulez, sur ce que font les autres pour essayer d'améliorer leur sensibilité et leur caractère un peu proactif. La seconde chose, c'est, me semble-t-il, de monter, notamment là en ce moment, avec des éléments extrêmement compacts sur la situation en cours, genre présentation 10 minutes COMEX, ça suffit largement, pour dire voilà où on en est, ça peut s'aggraver, on surveille, et si ça pète, on vient vous voir. Et dans l'entre-deux, on fait préchauffer nos dispositifs pour ne pas être pris de court si ça doit chauffer. Si vous dites quelque chose comme ça, quel que soit le scénario que vous surveillez, vous mettez en confiance votre équipe de direction, et du coup, ils ne vous éliminent pas. Parce que s'ils vous sortent, là, du coup, ils retombent dans le silence, et donc dans l'obscurité. Et on a quand même des chaînes infos qui font un peu leur boulot, même si l'actualité est vraiment très perturbée en ce moment. Mais il y a quand même des directs en permanence sur des inondations, des ateliers, des entreprises, des routes, des ponts, la SNCF, etc. Donc et des cartes. Donc on voit quand même qu'on est dans une situation très anormale. Et de monter en DG pour dire en 10 minutes « et nous, 2 points, voilà ce qu'on fait », ne relève pas du tour de force trop compliqué à faire. Alors, c'est aussi à ça qu'on sert, c'est qu'on a beaucoup de nos abonnés qui nous disent est-ce que vous pouvez intervenir en COMEX à distance pendant 3-4 minutes pour un exposé des motifs sur un risque en cours. Bon. Donc ça, c'est pas rare qu'on le fasse, ça fait partie de la formule, évidemment. Alors, on fait tout à distance, parce que là, on est équipé avec une cellule de crise, on ne peut pas passer notre temps dans les trains pour aller voir tout le monde. Mais aujourd'hui, une intervention dans un COMEX avec un Teams ou ce qu'on veut, c'est très largement courant, accepté, surtout pour des sujets comme ça. Et donc, justement, faire intervenir quelqu'un de l'extérieur ou un service comme nous dans votre COMEX peut assez largement améliorer la sensibilité d'une équipe de direction face à un risque, disons, qui approche. Je n'ai pas dit qu'il était imminent, mais qui approche. Et le deuxième, c'est que font les pouvoirs publics. Quand les pouvoirs publics parlent d'un risque, ils le valident. Quand les pouvoirs publics ne parlent pas d'un risque, il n'y a que les experts comme nous, par exemple, qui en parlent, il y a une sorte de méfiance qui s'installe en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre. À partir du moment où les grandes villes, par exemple, Bordeaux a déclenché ce matin son plan communal de sauvegarde. C'est une décision des pouvoirs publics, et donc c'est le branle-bas de combat à Bordeaux pour qu'est-ce qu'on fait avec les crèches, qu'est-ce qu'on fait avec les quais, où sont les pompiers, enfin voilà, ils se mettent en ordre de bataille en ce moment. Donc le fait que la ville de Bordeaux ait déclenché son plan communal de sauvegarde est un élément de la politique publique et de la décision publique. Une décision de préfecture, une communication de la préfecture, c'est pareil, qui doit assez facilement titiller l'oreille de vos dirigeants pour dire « Attention, il y a un truc qui a bougé, les pouvoirs publics commencent à déclencher les choses ». Idem sur Paris, là tout de suite, il y a des tunnels qui ont été fermés. La mairie de Paris a communiqué ce matin pour dire qu'il allait y en avoir d'autres très prochainement, au fur et à mesure que l'onde de crue est en train de se dérouler sur Paris. Je pense que ça n'ira pas plus loin, sauf s'il pleut encore plus, ce qu'on ne sait pas. Mais le fait que les premières voies sur Berge et que la préfecture de police commence à s'agiter avec la mairie de Paris est un signe probant et crédible qu'il y a une histoire qui est en train de se développer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et tout secouer, ça dépend comment vous êtes installé, mais à l'évidence, il y a des choses à bouger pour ne pas être trop pris de court et donner l'impression, notamment à vos collaborateurs, que l'entreprise n'est pas préparée du tout au moment où ils vont plier bagages pour aller s'installer en région, et la distance et la méfiance va s'installer. Donc tous ces risques-là, il faut vraiment garder la main. Et la seule façon de garder la main, c'est de parler de manière posée en anticipant, notamment auprès de votre équipe de direction, en disant voilà, la température commence à chauffer sur tel secteur. Nous, on regarde, on a fait le ménage, on a tout mis à jour, on est prêt. Pour l'instant, il nous semble qu'il n'y a pas de grosses décisions à prendre. Maintenant, si on vous tape sur l'épaule en disant allez-y, il ne faudra pas perdre de temps. Et en tenant ce discours-là, on arrive à passer pour des gens crédibles et pouvoir avancer et passer des messages forts très rapidement en équipe de direction dans la confiance.
Donc alors ça se construit dans le temps, bien sûr, hein, mais en tous les cas, nous, on est là pour appuyer ça. Si vous avez du mal à passer, contactez-nous si vous voulez pour voir comment une formule comme la nôtre peut vous faciliter les choses, si vous pensez que c'est préoccupant de pouvoir accéder aux étages de direction chez vous. Donc j'ai plus de questions par mail, j'en ai pas par QR, donc il est temps, si vous souhaitez le faire, de le faire maintenant, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Sinon, donc je suis en train de rafraîchir la page QR, et donc il n'y en a pas. Sinon, donc, écoutez, nous, de notre côté, on continue de suivre ça de très près, bien entendu. On verra comment le vent tourne, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait des prières pour qu'il ne se passe rien dans 15 jours, enfin dans 8 jours, mais un petit peu quand même. Je forme le vœu pour que ça s'arrête là, si vous voulez, que ça ne dégénère pas. Par contre, si ça dégénère, il faudra bien comprendre qu'on va être dans une situation un peu compliquée, où là, il ne faudra pas hésiter à prendre toute la mesure des scénarios qui sont en train de se développer. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Il y aura un replay du présent webinaire dans quelques heures maintenant, le temps de l'encoder et de le mettre en ligne et de faire ce qu'il faut. Et donc il me reste à vous remercier, sauf si j'ai toujours pas de questions, non. Il me reste donc à vous remercier pour votre patience. Merci de vous être inscrit à ce webinaire-là. Donc je vous donne rendez-vous sur le site maîtrisedescrises.com dans quelques heures pour pouvoir accéder au replay si vous le souhaitez l'avoir. Et donc à très bientôt. J'espère qu'on ne viendra pas trop vers vous avec d'autres catastrophes, mais enfin, à chaque fois qu'il faut le faire, on le fait. Et donc bon courage à vous tous, et donc à très bientôt.